Moi, je suis quand même un peu étonné. Peut-être que je ne connais pas grand-chose dans les contrats, mais je ne comprendrai pas pourquoi il y a une clause dans le contrat qui exige aux deux parties de ne pas divulguer, la signature de ce contrat. Pourquoi? Parce que c'est un bien public. Donc que l'on soit au courant que l'on en construit un, ça ne serait qu'une bonne pub pour les jours à venir, pour l'acquéreur ou encore le locataire qui est arrivé. Maintenant, on a décaissé de l'argent. L'argent ne serait pas, je parle bien au conditionnel, dans les caisses, l'argent là où il faut. Placé sur un compte privé. C'est ce qui est dit. Jusque-là, en posant les questions, je continue à attendre les réponses avant de venir ici parce que je voulais vraiment aller jusqu'au fond des choses pour savoir comment ça se passe. Est-ce que les caisses du Stade des Martyrs ont enregistré 60 000 $ de 10 mois d'avance de paiement payé par un certain monsieur Moulumba qui est le locataire qui a déjà lancé les projets. Là, c'est un problème. S'il parle de vendre, là, il n'est pas question de vendre. Si vous parlez de vendre, là, il n'est pas question de vendre. Quelle était sa responsabilité dans tout ça? C'est que forcément, de son point de vue, il a sûrement arrêté et refusé les travaux parce que de son point de vue, ce n'était pas acceptable. Je parle bien de son point de vue. Bien évidemment, que ce n'était pas acceptable que ça se construise sans revisiter, renégocier ou carrément mettre fin à ce contrat. Sur quel soubassement il se serait basé, puisqu'il n'y a aucun dossier dans son cabinet qui faisait mention de cette location-là, à ma connaissance, après avoir mené les enquêtes. Parce qu'il faut rappeler que c'est l'administrateur gestionnaire du stade qui est le bailleur, donc c'est-à-dire c'est à lui. Qui est sous tutelle du ministre des Sports. Non, le ministre, Christopher l'a rappelé, le ministre n'est qu'autorité d'approbation, c'est-à-dire responsable politique dans le domaine. Donc, pour ce qui concerne le rôle... Mais pour que ce contrat soit signé, il n'aurait pas posé sa signature, on n'aurait pas ce contrat. Parce que sous le document, on a la signature du ministre qui a approuvé. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que je voudrais bien qu'on revienne sur ces dossiers une fois qu'on aura lu tous les termes du contrat. Parce que là... Nous ne savons pas, parce que quand vous suivez Serge Condé, visiblement, il est aussi surpris qu'on parle d'essencerie. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Le plaisir est immense de vous retrouver en ce jeudi 15 août 2024 sur Politicon. La force du détail, contrairement à ce qu'on sait bien faire depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier dans un secteur qui fédère le Congolais bien plus souvent que la politique. Eh bien, nous avons le plaisir, en tout cas, de vous présenter ces numéros qui a fait venir sur ce plateau deux éminents confrères. Avec eux, on va parler de l'affaire, la présumée affaire des spoliations de l'enceinte du stade de Martyrs qui est en train de diviser le Congolais. Eh bien, on va en tout cas poser la question à nos confrères pour comprendre le contour. En tout cas, vous avez bien fait de nous choisir, vous êtes au bon endroit. Merci de votre confiance renouvelée à ces programmes qui ne cessent de vous accrocher depuis une certaine période. J'ai l'insigne honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Brasseur, Billy Kinkela. Merci d'être venu. Non, c'est un honneur pour moi hein, sur ce beau plateau qui fait rêver. Je suis un grand fan, un grand téléspectateur de ce programme. Et donc, me retrouver là pour une première, c'est n'est qu'un honneur. Et je voudrais en profiter en tout cas pour rendre hommage à l'initiateur, Jean-Pierre Kaïmbé, un confrère, un frère qui a démontré à travers le monde qu'on pouvait être journaliste professionnel,
Être patron de médias en même temps. Être patron des médias, mais surtout cette constance-là que je salue. Et donc, encore une fois, bravo à toute l'équipe pour le travail abattu. Merci en tout cas. En face de vous, c'est quelqu'un qui analyse froidement le sujet d'actualité. En tout cas, on va le recevoir avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'excitation. Christopher Tshitamba. Bonjour à vous, Gédéon. Bonjour à tout le monde. C'est une première sur le plateau de Politicon. On parle sport sur Politicon. En fait, on va politiquer sport. Voilà, justement, c'est un énorme plaisir. C'est toujours aussi un plaisir, à chaque fois je le dis, de croiser l'intelligence de Billy Kinkela sur un plateau. Voilà. Du choc des idées jaillit de la lumière. J'espère qu'on sera à la hauteur aujourd'hui de ce qu'on sait faire, de parler de ce qu'on connaît. Mais en passant, il ne faut pas non plus oublier tous les héros qui ont fait qu'aujourd'hui, Politicon soit ce que cette chaîne est aujourd'hui, cette émission est aujourd'hui la chaîne. Après, je pense que vous parliez de l'initiateur de Politico, c'est ça? Politico. Voilà, je pense que je salue plutôt non seulement l'initiation, mais le jeune âge de l'homme et l'intérêt qu'il a pour changer un petit peu l'espace médiatique de la République démocratique du Congo, parce que... très peu ose dans ce domaine. Justement, mais parce que ça demande un sacrifice. Oser demande un sacrifice. Moi, je connais des aînés aujourd'hui que j'admire énormément, qui sont à la tête des médias à succès aujourd'hui sur 10-15 ans. Il faut voir tout le travail que ça demande. Je pense que l'important, c'est de commencer quelque part, mais la barre, elle est déjà bien assez haute. On n'est pas arrivé, comme on dit, c'est en tant que Congolais. Maintenant, il faut appuyer, travailler encore. Vous avez un parcours tonitruant aussi dans ce secteur, qui est le nôtre dans cette profession que nous aimons autant. Pour ceux qui nous suivent, quel était votre secret pour que l'on découvre aujourd'hui ces grands Christopher Tshitamba? Mais déjà, dès le départ, je crois que j'ai choisi de faire ce que les autres ne faisaient pas. Ça veut dire que j'arrive dans le Katanga pour étudier. Aller à l'université. Plus tard, 2007, je commence à ma première chaîne de télévision. En tout cas, je commence en 2006 à la radio et télévision. Finalement, en 2007, j'intègre un grand média de la place. Je réalise que le monde ne parle que football. Vous avez innové. J'ai toujours aimé le basket. J'ai eu la chance de faire et le basket et le tennis ainsi que le judo. Donc du coup, je choisis l'angle que je maîtrisais le mieux. J'ai pris le basket. Je parlais un peu tennis généralement, mais j'ai pris le basket. Je pense que je suis l'un des premiers au pays à avoir lancé une émission qui ne parlait exclusivement que basketball, où je faisais tout. Parce qu'au tout début, ça avait l'air de quelque chose qui n'avait pas de valeur. Ça vous a ouvert les horizons. Mais justement, j'ai réussi à me faire remarquer, mais n'empêche que le football, je n'en parlais pas beaucoup. Ce n'est pas parce que je ne le connaissais pas. J'ai une certaine mesure du football, mais j'ai choisi de me faire remarquer de cette sorte-là. Un peu comme Politico le fait aujourd'hui. Il y a un tas de médias. Maintenant, il faut avoir sa petite touche. Merci beaucoup. Voilà, on commence avec Billy Kinkela. Je parlais de la présumée affaire de spoliation de l'ancien stade de Martyr. Nous allons nous poser la question comment les affaires sont gérées, les affaires de l'État sont gérées en République démocratique du Congo. D'abord, avant de prendre ce grand dossier, on parle de Jeux olympiques 2024. La moisson n'a pas été abondante. La RDC s'est tirée sans aucune médaille. Qu'est-ce qui explique cet échec encore à ces plus grands niveaux d'une grande compétition? Oui, le résultat engagé par les athlètes congolais, les 6 athlètes congolais qui représentaient le pays à ce grand mess. Résultat décevant pour un grand pays de 100 millions d'habitants presque. Qu'on soit toujours derrière une première médaille olympique. On est dans les bis repetita. Ça fait très très mal. Et ces résultats, c'est ce que l'État congolais veut de sa jeunesse. C'est ce que l'État congolais veut pour cette jeunesse congolaise qui représente le pays dans les différentes compétitions. Vous n'avez qu'à voir que l'État congolais, pour reprendre l'expression d'un confrère, se comporte comme une sorte d'agence de voyage. Quand on doit aller se déplacer, une fédération, une équipe nationale, l'État ne fait que payer le titre de voyage. Et peut-être à la prime. Et parfois, très souvent, cela arrive en retard. Ce sont les différents responsables des fédérations qui se demènent, qui s'organisent entre eux, avant que l'État ne fasse sa part. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui Mazembe qui continue à réclamer la contribution de l'État, qui se fait toujours attendre pour des compétitions déjà terminées. Il en est de même pour les autres équipes nationales ou pour les autres athlètes qui représentent le pays à tous les niveaux.
Regardez aujourd'hui. Je rappelle à ceux qui nous suivent que la prime de 6 athlètes qui ont compéti, qui ont pris part à ces JO, est arrivée 5 jours après que la compétition avait déjà démarré. L'État n'a pas assuré... Est-ce que le problème, c'est la motivation ou la préparation qui n'était pas... J'en arrive. J'ai donné cet exemple-là pour faire comprendre aux gens que si la motivation, la prime, l'encouragement déjà arrive 5 jours que la compétition avait déjà démarré, 2 athlètes avaient déjà compéti, avec les résultats que vous connaissez, qu'en est-il de la préparation? Donc l'État congolais aujourd'hui, je me dis, on ne peut pas demander des résultats à ces jeunes. À ce jeune, on ne peut pas leur demander des résultats. Parce que, vous le savez, les Jeux Olympiques, il faut être dans un, comment je peux dire, parmi les 100 meilleurs de votre discipline. Il faut être parmi les 100 meilleurs. Déjà, ces jeunes, le fait qu'ils soient là, qu'ils se retrouvent là, c'est déjà une performance. Et aujourd'hui, c'est selon vous, à quel niveau ça bloque? Ça bloque parce que l'État congolais n'a pas une véritable politique d'encadrement de la jeunesse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une... On se dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut de ces jeunes à horizon 2025, à horizon 2030? Qu'est-ce qu'on veut de ce jeune-là? Il n'y a aucun projet, aucune politique. Aujourd'hui, moi, j'ai suivi de gens, par exemple, tirés sur le comité olympique congolais, disant que c'était on dit que le comité olympique est là depuis des années. Le président qui a fait 2 décennies déjà à la tête du comité olympique congolais. 20 ans pratiquement. C'est 2 mandats. C'est 2 mandats déjà. 2 mandats déjà, oui. Et on ne sent pas de l'émergence, on ne sent pas de l'engagement. Laissez-moi vous dire que le comité olympique intervient à quel niveau? Lorsqu'il s'agit des jeux multidisciplinaires. Les comités olympiques interviennent une fois que les athlètes ont déjà la qualification en poche. Le comité olympique va planifier la préparation, va faire un planning de préparation, va soumettre à l'État, parce que ces jeunes-là vont représenter les pays, va soumettre le chronogramme de la préparation à l'État congolais qui va mettre les moyens, parce que le COP n'assure que la partie technique, la partie financière, parce que l'État et les fédérations sont dans une sorte de partenariat. Mais quand déjà un partenaire ne fait pas son travail, l'État qui devait mettre les moyens à la disposition des athlètes ne met pas les moyens, et même les infrastructures. Vous avez vu comment nos jeunes ont préparé ces JO sous le soleil, et avec ça, vous ça handicap aussi. Les gymnases, on est appelé à évoluer dans d'autres infrastructures qu'on n'a jamais été. Voilà pourquoi je commençais mon argumentaire par dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, chacun à son niveau. Le comité olympique, l'État congolais, dans ces sortes de partenariats, il y a un partenaire qui n'a pas assuré convenablement son rôle. Moi, j'ai vu plusieurs fois le président du comité olympique courir dans tout le bureau du ministère des Finances pour aller, je dirais, commander. Il faut voir comment on l'a fait marcher. Il a eu l'argent, la prime des athlètes de toute la délégation. Il a eu la prime de toute la délégation 5 jours après que le JO avait déjà démarré. Donc, moi, je crois qu'il faut aujourd'hui, il y a des nations qui l'ont fait. L'Ouganda, par exemple. Moi, j'ai suivi le parcours de la préparation des athlètes ougandais. C'est depuis 4 ans qu'ils ont misé sur des talents qu'ils avaient ciblés. Il y a eu un travail de scouting qui a été fait. On a ciblé des talents dans la Parce que le JO, c'est tous les 4 ans après. Bien évidemment. Ils ont commencé, il y avait... Tous les 6 mois, ce jeune-là se retrouvait sous, bien sûr, la supervision du comité olympique. Il se retrouvait en stage, donc tous les 6 mois, et cela pendant 4 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi, des pays comme l'Ouganda, aujourd'hui, remportent ses premières médailles. Le Kenya, n'en parlons pas. C'est que nous, malheureusement, on ne sait pas faire. Donc, demander que le comité olympique assure la préparation des athlètes en mettant les moyens... Beaucoup. Je trouvais que c'était trop lui demander, étant donné que on était dans une situation où la collaboration entre les comités olympiques congolais et le CIO, le comité international olympique, avait été suspendue, et qu'en attendant de se mettre en ordre par rapport aux exigences du CIO, cela a fait que le COC ne s'est pas retrouvé dans des situations où avec des caisses suffisamment renflouées pour pouvoir assurer la préparation comme il faut. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes enseignant, et il y a un principe là qui on dit donne-moi de bons moyens, ou mais oui, bien sûr. Ferai la bonne pédagogie, quelque chose sûr. dans ce sens-là. Christophe Tshitamba, dans tout ça, où est l'essence de l'honneur?
Je pense que nous devrons, nous, à un moment, nous regarder et prendre au sérieux le Congolais en général. Quand je dis nous, je vais parler des décideurs à tous les niveaux. D'un côté, à 10-15%, je suis d'accord avec Billy sur un fait, mais de l'autre, non. Je vais expliquer mon argumentaire. Pour commencer par là où il a fini, les relations entre le Comité olympique congolais et le CIO ont connu un coup de frein en termes de financement. Est-ce sur les deux mandats de messieurs du comité qui est là? Je ne pense pas. Pendant Monsieur Amos Mbayo, ancien ministre que je respectais énormément. Pendant ce temps, avant, quand il y avait les moyens, qu'est-ce que le comité olympique congolais avait-il fait? Parce que ce n'est pas la première participation de la République démocratique du Congo aux Jeux. Est-ce que c'est à son niveau de réfléchir à la politique? C'est à ça que ça sert le comité olympique congolais. Je dis, l'État devrait appliquer une politique des sports bien déterminée, bien définie, ce qui jusque-là, dans notre pays, on a l'impression que ça n'existe pas encore. Dernièrement, on s'est accroché sur, je pense que Billy était bien présent, ça doit être à Mbouila Lodge, où les gens ont travaillé sur des textes pour raviver, mais depuis lors, ça va faire près de 2 ans, ce n'est pas promulgué, ce n'est jamais passé à la Chambre basse, c'est jamais ratifié, rien n'a été fait jusque-là, les résolutions de ce qu'a été le souhait du chef. Hier, on parlait de la loi, maintenant, on a maintenant des tests qui peuvent nous accompagner afin que... Ils doivent être étudiés, ratifiés. Ensuite, voilà. Ce n'est pas encore passé par l'Assemblée pour être d'application. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État devrait installer non seulement une politique des sports bien déterminée. C'est ça qui fait défaut à l'État de la République démocratique du Congo, d'un côté, bien évidemment. Mais ces fédérations, à chaque fois que l'État, comme Billy l'a dit, qui se transforme en DAB, en distributeur automatique de billets, met les moyens, quand il faut venir faire une audition, ces fédérations nous rappellent qu'elles sont autonomes. Ces fédérations nous rappellent qu'elles s'autogèrent, que l'État n'a pas à s'immiscer dans la gestion quotidienne de ces fédérations. La loi elle-même de la République démocratique du Congo est simple. Tout le travail qui est fait à travers les fédérations est un travail de délégation de pouvoir de l'État de la République démocratique du Congo. Donc vous n'allez pas... L'État doit avoir un air regardant. Justement, l'État est en droit de vous donner les moyens et demander en retour les comptes. Il faut être à mesure aussi de donner les comptes. Tenez, où est-ce que nous avons un problème? Laquelle des fédérations est à mesure aujourd'hui de donner au ministre des Sports actuel tout un calendrier sur une année? Rien que de participation en compétition. Laquelle? Il y en a combien? On ne travaille pas assez à tout le niveau. C'est parce qu'il n'y a pas. C'est parce que ce désordre improvisé profite à certains individus. C'est comme ça qu'on se retrouve en pleine saison. Quelqu'un attrape une invitation pour aller faire 10 matchs amicaux. Il faut que l'État mette les moyens. Et ça, c'est vider les caisses de l'État. Ça n'a aucun impact, ça n'a aucune implication. Ça va pour soit un club, soit pour... à moins que ça serve de préparation pour une compétition majeure. D'un côté, nous ne préparons pas nos athlètes. Nous ne préparons pas pour des faits. Déjà, au départ, il n'y a pas des infrastructures en République démocratique du Congo permettant d'aller rivaliser avec certaines autres nations. Vous allez prendre... Et comment d'abord ces athlètes sont sélectionnés? Nous sommes un pays continent et nous avons des talents partout. Non, mais... Est-ce qu'on sait trouver ou détecter tous les talents qui sont disséminés à travers les pays? Mais ça doit aller de la politique de chaque fédération. C'est pour ça qu'il y a des directeurs techniques nationaux. Il y a un DTN, après il doit y avoir dans la politique d'une fédération des directeurs techniques des provinces qui puissent superviser. Mais où est-ce que, par exemple, l'athlétisme se pratique en République démocratique du Congo? Un peu à Lubumbashi. On parlera un peu de Kinshasa, le stade des martyrs. Après, quel autre stade, il n'y a plus rien. Quel autre stade a les infrastructures? Rien que pour l'athlétisme. On compte combien de piscines olympiques ici en République démocratique du Congo? Il y en a combien? Et nous, on va se permettre d'aller participer à ces disciplines-là. Là que nous sommes distraits. Nous devrons nous concentrer sur des disciplines dans lesquelles on a un tant soit peu de la chance d'aller et de préparer les autres. C'est à l'État, évidemment, comme les fonds d'autres pays, comme le Kenya, évidemment, qui se concentrent sur l'athlétisme. Ils ont leur mantra, ils ont leur façon de faire, ils ont choisi et ça paye aujourd'hui. On est très dispersés et à chaque fois, on veut pointer du doigt l'État de la République démocratique du Congo. Mais le comité olympique congolais, lors de la préparation, y a-t-il, moi jusque-là, je n'ai pas eu un plan bien établi
du comité olympique congolais pour la préparation de ces athlètes. J'ai vu Marcella Sakobi avoir une promesse de l'ancien ministre François-Claude Kaboulot pour aller se préparer à Paris. Je n'ai pas eu vent de son voyage de préparation. En tout cas, à ma connaissance. C'était au nom de l'État. Est-ce qu'à un certain moment, il faudrait renoncer à la participation si on est sérieux, à ce jeu? Si on est sérieux, nous devons, arrêter de prendre part à certaines compétitions, travailler d'abord pour nous-mêmes. Parce qu'on a l'impression que nous n'y allons que pour nous ridiculiser. Le meilleur résultat que nous avons, c'est la SCONI, je pense, qui a passé 2 tours. Et après, malheureusement, il semblerait qu'il a été... Voilà. Malheureusement, il semblerait qu'il a été testé positif au dopage, mais ça aussi, c'est des choses... il suffit de prendre un médicament non contrôlé et on vous trouve positif. Je ne sais pas, j'espère qu'il a des moyens de défense parce qu'au fond, ça ne serait que fragiliser un secteur déjà facile pour la République démocratique du Congo. Donc, je pense pour moi qu'il s'y est de pointer du doigt, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites, de dire les choses telles qu'elles doivent l'être. Le comité olympique congolais a failli. Ce n'est pas un secret. Nous n'avons pas préparé, nous n'avons pas à ménager ou à ranger les cadres, ce qu'il faut pour que les athlètes de la République démocratique du Congo, j'espère que les téléspectateurs vont me comprendre, quand je parle RDC, je suis souvent passionné et j'en transpire par moments. Le coq a failli quant à l'accompagnement ou à la politique qu'il doit concocter. Évidemment, parce que les fonds, il devrait y en avoir. Billy a soulevé un point important, que le moyen, c'est l'État qui doit les donner. Le COP doit assurer la partie technique. Les moyens, c'est à l'État de donner, comme dans toutes les fédérations. Mais Billy, à quoi servent les financements du comité international? Je rappelle que ce comité international olympique reverse pas moins de 90% de tout ce qu'ils ont comme avoir pour ces nombreux athlètes qui sont là, pour les mouvements olympiques, qui sont des comités à travers. Il y en a 200 quelque chose à travers le monde, dont la République démocratique du Congo. Et l'argent que l'on envoie, c'est pour établir des formations, pour préparer les athlètes. C'est défini dans la charte du CIO. On envoie les moyens pour permettre à ce qu'il y ait des formations, pour permettre à ce qu'il y ait un encadrement de la jeunesse. Est-ce que tous les pays sont éligibles? Tous les pays ne sont pas forcément éligibles, mais si vous allez sur le compte du CIO, vous vous rendrez compte qu'il y a 280 quelques pays et la République démocratique du Congo est répertoriée parmi les pays qui bénéficient de solidarité olympique. 1. De 2, oui, l'État a envoyé de l'argent en retard pour ce qui est de la France. Mais après, nous, après lecture, on apprend que chaque jour qui passe, le comité international donne de l'argent à ceux qui sont présents, qui ont participé à la compétition. Outre l'argent de l'État, les athlètes de la République démocratique du Congo ont-ils reçu un franc venant du CIO? Si l'argent est arrivé, où est parti de l'argent? Je pense qu'aujourd'hui, le problème de la République démocratique du Congo est un problème humain, dans notre de volonté humaine. Christopher Kitamba, il faut arrêter toute participation à ces compétitions, puisqu'il va de l'honneur de la République démocratique du Congo, puisque je me pose la question, où est le sens de l'honneur dans tout ça? Point n'est besoin de continuer à s'accrocher au principe de Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, non de gagner. On doit dépasser encore ces... Ça, c'est dans les années 1800, quand au début des Jeux olympiques, effectivement. Voilà, on prend le dossier qui, en tout cas, qui fait rage dans tous les sens. Dans tous les salons, on en parle. C'est la présumée affaire de spoliation de l'enceinte du stade des Martyrs. Par qui? C'est la question que nous allons nous poser. Et je pense que les deux invités ne se mettront pas d'accord sur ce sujet. Et il y a beaucoup de matière à fournir quant à ces... D'abord, on commence par Billy Kinkela. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord spoliation d'un site public? Ou qu'est-ce qu'on attend par la spoliation d'un site public? Voilà, et c'est tout le problème, parce que j'ai suivi un confrère, le code d'éthique et déontologie ne m'autorise pas à tirer sur des confrères qui commencent, voilà, le journal par Média en Lingala. Bateki stade des Martyrs je me dis, bon, par moment, le problème c'est, je vais répondre dans votre... Là, c'est dans la tour du Congolais. Bateki stade des Martyrs Bon, alors... Je fais le travail du journaliste, je contacte les personnes incriminées. Peut-être a-t-il inquiété et tombé sur des dossiers. Et je tombe sur un document, justement, où il est question d'une mise en location. Je me dis, là, le confrère a menti, est-ce qu'il va revenir? Comme l'exige le code d'éthique et déontologie, revenir et corriger ce qui a été dit. Parce que, à mon avis, je ne suis pas juriste, hein,
À mon avis, une mise en location est différente d'une vente ou d'une spoliation, on va dire. Donc, c'est déjà ça le problème. Il y a eu un peu, moi je vais dire, un buzz qu'on a voulu créer autour de cette situation-là, qui fait que aujourd'hui, les téléspectateurs nombreux, en tout cas, moi je reçois des coups de fil jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin, des voisins qui... Ça revulse un peu le Congolais, puisque le Congolais se demande comment est-ce possible, dans un pays sérieux, qu'un site public soit exploité par un Kudam. Quelqu'un peut se réveiller un matin, ministre soit-il, et spolier un espace aussi public dans un secteur comme les sports et un site comme le Stade des Martyrs. Quelqu'un peut se réveiller un matin et spolier cela. Je crois qu'il y a eu un peu... Alors la question c'est d'avoir qu'est-ce qu'on attend par la spoliation d'un site public et par la location. Et quelles en devraient être les normes ou le principe? Je crois que partout ailleurs, on peut mettre en location un site lorsqu'on estime que, voilà, pour assurer un certain maintien, une sorte de maintenance, je voulais dire, on peut de l'espace mettre en location, moyennant les termes du contrat, comme vous allez... Il n'y a rien de criminel dans tout ça. Et pour ça, il n'y a rien d'alarmant. On a voulu créer un buzz inutilement autour de ça, surtout dans un site qui a déjà d'autres locataires. Parce qu'il faut rappeler le Stade des Martyrs dont on parle ici a déjà d'autres locataires. Il y a des chaînes de télévision, il y a des bureaux, presque 40% des fédérations et des ententes, des instances sportives ont leur bureau au niveau du Stade des Martyrs. Donc, le fait d'accorder pour une période bien déterminée pour une période de 15 ans. De 15 ans, un espace pour un complexe. Donc, du premier mois, je dois vous dire, $6 000 par mois. Est-ce que vous savez aujourd'hui que 92% des matchs au Stade des Martyrs sont déficitaires? Même lorsque 20 clubs de SMP jouent, le match est déficitaire. Le seul match où le Stade des Martyrs, bon, dans la grille de répartition, a quelque chose dans ses caisses, c'est lorsque 20 clubs jouent Mazembe, le SMP joue Alors Mazembe. l'idée de donner l'espace de ce site à un privé, c'est pour permettre à ce que l'État renflue un peu ses caisses. Pas l'État, le Stade des Martyrs. Stade des Martyrs. Combien de fois, vous et moi, n'avons-nous pas été choqués d'arriver à la tribune, la nouvelle tribune de presse au niveau du stade et trouver qu'il y avait de la grâce? Lorsque vous posez la question aux différents gestionnaires, parce que chaque ministre qui arrive vient avec ses gestionnaires. Lorsque vous posez la question elle est simple. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour assurer la maintenance chaque jour, chaque semaine. Est-ce que les $6 000 permettront d'assurer la maintenance comme non, mais mieux vaut on le souhaite? Mieux vaut peu que rien. Aujourd'hui, 80% des travailleurs du Stade des Martyrs ne sont pas payés. 80% s'il vous plaît. Il n'y a que 20% des travailleurs qui sont payés. Parce que justement, le Stade des Martyrs n'a pas des moyens pour payer toutes ces personnes-là qui devaient au quotidien assurer la maintenance. Voilà pourquoi je dis. Comment ça, le Stade de Martyrs peut manquer des moyens? Il y a des panneaux publicitaires. Lorsqu'on met en location, il y a des matchs qui sont organisés, des événements. Comment est-ce que le Stade de Martyrs ne se ferait pas un peu de recettes? Le Stade de Martyrs à la disposition des pasteurs, des artistes musiciens qui viennent s'y produire, c'est de la location. Donc, en résumé, j'ai envie de dire que ne nous alarmons pas. Le fait de mettre, on va dire, un petit espace à la disposition d'un particulier dans le but de renflouer les caisses du complexe, moi je ne vois pas du mal. Mais le problème c'est à quel niveau? Cet argent, peut-être on va en parler après. Oui, on va en parler. À quoi cela a-t-il servi? C'est la grande question. Hein. On va tenter d'y répondre. Christophe Kitamba, il n'y a rien d'alarmant dans tout ça. C'est concevable que l'on donne, que les terrains ou les sites de l'État soient exploités par un Kudam qui reste un personnage qui reste mystérieux jusqu'à ce jour, non, dont on ne connaît pas l'identité. La personne est identifiée par son nom, par la signature. Elle est connue, peut-être pas physiquement. Elle ne veut pas, au regard de ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, s'exposer. Si c'est un businessman, il y va de son image, mais surtout de la façon dont la chose a été vendue. J'aimerais aujourd'hui qu'on fixe les choses. Je consultais un petit peu en passant. Est-ce que l'idée du départ était d'abord louable, comme a essayé de le dire non, mais écoutez, j'ai eu quand même cette petite chance de faire un certain nombre de pays africains. Je rappelle vous avez fait le tour du continent, je rappelle, en tant que reporter. Plus ou moins, oui. J'en ai fait peut-être une trentaine, quarantaine de pays. Donc,
j'ai vu que c'est des choses qui se font ailleurs. Mais après, il faut qu'elles soient en adéquation avec nos mœurs. Il faut que ces choses soient en adéquation avec ce que nous sommes. Pour en revenir un petit peu à la spoliation, c'est de façon déposséder, je reste bien sur le terme, déposséder un bien de façon violente ou par ruse. C'est de là qu'on parle de spoliation. Maintenant, faut-il utiliser un terme par spoliation par force ou par violence ou encore par ruse? Est-ce que nous sommes dans le cas de la violence ou de la ruse? C'est la question qu'on se pose. Je ne pense pas. Je pense que le bailleur, à ce niveau qui est le Stade des Martyrs, a mis en location un espace. Mais à quoi il servait cet espace? J'ai ouï dire que c'est un espace qui aurait été réservé pour faire un héliport. Ça veut dire qu'il peut y avoir des cas de maladie rapide qui exigent à ce qu'un hélicoptère médical, par exemple, descende pour évacuer un cas sérieux ou sévère. On a vu que le président de Leicester, malheureusement décédé, il s'est amené au stade avec un hélicoptère. Peut-être qu'au pays, il peut y avoir un Richard qui a besoin de venir au stade avec un hélicoptère et éviter les embouteillages. Il descendrait à ce milieu-là avec un hélicoptère. Ça, ce sont des réalités. Mais après que l'on construise un complexe au sein du stade, moi, je n'y trouve pas de problème. Moi, j'ai vu dans certains stades où il y a eu des banques. Il y a eu des guichets de banques dans certains stades. C'est logique tant que ça peut rentabiliser. Mais la question, elle se pose sur le procédé, sur les mœurs, sur ce que nous avons l'habitude de faire. À la limite, ça vend encore un hôtel. Parce que moi, en réfléchissant, en voyant comment le système des sports en République démocratique du Congo est fait, par moment, la difficulté qu'ont eu certaines équipes ici à venir se loger, se payer le transport, venir s'entraîner, ça a été un problème. Ça aurait peut-être solutionné, de partir du terrain à pied, traverser, venir s'entraîner. Voilà, mais je crois que nous n'avons pas encore la maturité nécessaire aujourd'hui, nous, en tant que public, en République démocratique du Congo, d'aller accepter une station dans les environs immédiats, une station-service, dans les environs immédiats du Stade des Martyrs. C'était pas bien réfléchi? C'est très dangereux parce que déjà, on se pose la question, d'où viennent les pierres qu'on jette aux gens au stade? C'est qu'elles arrivent. Imaginez-vous ce que ça pourrait faire avec de l'essence. Et on a du gazon synthétique. Vous voyez les dégâts. Donc tout ça, quand on anticipe, je pense que la station était peut-être une mauvaise idée. Mais maintenant, c'est comment est-ce que les choses se sont passées? Comment est-ce qu'on a communiqué? Comment la chose est-elle arrivée? Moi, je suis quand même un peu étonné. Peut-être que je ne connais pas grand-chose dans les contrats, mais je ne comprendrai pas pourquoi il y a une clause dans le contrat qui exige aux deux parties de ne pas divulguer, la signature de ce contrat. Pourquoi? Parce que c'est un bien public. Donc, que l'on soit au courant que l'on en construit un, ça ne serait qu'une bonne pub pour les jours à venir pour l'acquéreur ou encore le locataire qui est arrivé. Maintenant, on a décaissé de l'argent. L'argent ne serait pas, je parle bien au conditionnel, dans les caisses. L'argent est placé sur un compte privé. C'est ce qui est dit. Jusque-là, en posant des questions, je continue à attendre les réponses avant de venir ici parce que je voulais vraiment aller jusqu'au fond des choses pour savoir comment ça se passe. Est-ce que les caisses du Stade des Martyrs ont enregistré $60,000 de 10 mois d'avance de paiement payé par un certain M. Moulumba qui est le locataire qui a déjà lancé les projets? Là, c'est un problème. Pourquoi? Ça avait commencé sous la personne de Serge Chimbo. Quand Kaboulou arrive, ça s'arrête et ça reprend de plus belle sous la personne de Didier Boudimbo. Je me pose la question, comment les affaires de l'État sont-elles gérées? Puisque l'ancien ministre ou le tout récent ministre des Sports, François Kaboulou, dit qu'il a lutté contre ceux qui voulaient vendre ces sites publics. Et curieux que cela puisse paraître, après son départ, les travaux redémarrent. S'il parle de vendre, là, il n'est pas question de vendre. Si vous parlez de vendre, là, il n'est pas question de vendre. Quelle était sa responsabilité dans tout ça? C'est que forcément, de son point de vue, il a sûrement arrêté et refusé les travaux parce que de son point de vue, ce n'était pas acceptable. Je parle bien de son point de vue. Bien évidemment, que ce n'était pas acceptable que ça soit construit sans revisiter, renégocier ou carrément mettre fin à ce contrat. Sur quel soubassement il se serait basé, puisqu'il n'y a aucun dossier dans son cabinet qui faisait mention de cette location-là, à ma connaissance, après avoir mené les enquêtes. Il n'y a aucun dossier qui lui a été Mais il dit avoir lutté pour que ces sites ne soient pas vendus. C'est parce qu'il s'est rendu compte, en venant, qu'il y a quelque chose qui se passe dont il n'a pas hérité le passif. Il se décide d'arrêter
les travaux, la personne qui arrête les travaux ne réclame pas pendant cette période. Si elle était en droit, si c'était quelque chose de clair et de net, pourquoi pendant cette période d'une année et demie? Une année et demie en construction, c'est énorme. Vous avez manqué quoi, 60% de ce que vous avez à faire. Quand on vient faire un business, je pense qu'on table, on fait un business plan, c'est un retard d'une année et demie sur la rentabilité à venir du site par rapport à celui qui a sorti de l'argent. Je crois que le fait seulement de parler de ce secret qui devrait rester entre le Stade des Martyrs et le signataire, avisé par la personne de Serge Tshimbo-Kondé, qui était ministre des Sports à l'époque, me pousse à me poser la question si le fait de ne pas transmettre le dossier au ministre qui est venu après la personne de Tshimbo reste dans le cadre du secret qui devrait être retenu entre les trois parties, on va le dire comme ça, le bailleur, le locataire et c'est lui qui a donné les quitus en termes de l'État. Mais après, soit concerné. Non, mais après, c'est quoi ce genre de contrat que l'on doit aujourd'hui ne pas donner à l'État, ne pas mettre dans les dossiers publics? Alors, parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. La question maintenant, privé aux propriétaires du sol de savoir ce qu'on fait de ces terres. C'est aberrant. La question, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'on peut affirmer qu'il s'agit de la forcément de l'agitation, puisque ces contrats qui devaient censés être secrets, enfin, ces documents ont été balancés. Non, mais et qui l'a balancé? C'est les questions qu'il faut se poser. Qui l'a balancé? Qui l'a fait? Pourquoi? Mais ce qui est vrai, c'est que le contrat, il est là. On a vu une partie du contrat. La fin du contrat, jusqu'à ce que j'ai vu, je ne sais pas si Billy a vu le début, mais moi j'ai vu la deuxième partie, les premières parties, on ne les a pas lues, donc on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de ce contrat, mais au regard de ce qui a été mis sur la place publique, il y a lieu de se poser effectivement un tas de questions par rapport à cette réalisation, par rapport au fait que les choses se sont passées de la sorte. Billy Kinkela, l'ancien ministre des Sports Serge Kondé, et sous le feuille de la rampe. Est-ce que sa récente sortie vous a-t-elle aussi convaincu? Ou c'était dans le sens de s'attirer les draps de son côté? Je ne l'ai personnellement pas suivi, parce que je me dis... Il appelle le nouveau ministre des Sports à s'atteler sur l'essentiel et de ne pas faire de bruit. Pour lui, il estime que ce que fait le nouveau patron de sport, c'est du buzz qu'il est en train de rechercher. Bon, le nouveau ministre est quand même dans le droit lorsqu'il apprend qu'il y a des travaux dans ces sens-là, surtout qu'on a parlé d'une essencerie en plein milieu du stade ou en plein complexe, du stade des Martyrs, il y avait de quoi réagir et tirer la sonnette d'alarme. Bon, donc moi je ne pense pas que l'actuel ministre fasse du buzz. Il en a fait de trop, selon vous? Non, j'ai dit qu'il était dans ses prérogatives. Et donc, de ce point de vue-là, Didier Boudimbou a fait ce qu'il devait faire, a fait son travail. Donc, c'est un manque d'élégance pour l'ancien ministre de Sport de dire que ça relève du populisme ou du parce que, bon, pour ce que fait le nouveau ministre de Sport. Jusque-là, je suis de ceux qui pensent que j'attends encore. Didier Boudimbou, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je me dis, son humilité dont il a fait montre déjà en arrivant, en disant qu'il va rester ouvert, voilà, parce que c'est un domaine pour lequel il doit encore faire ses armes. Et de ce point de vue-là, je trouve que, voilà, cette ouverture d'esprit, je trouve vraiment que cela est important. Maintenant, le problème, c'est, par rapport à la sortie médiatique de Serge Kondé, dire qu'il a manqué d'élégance... Parce qu'on est Serge Kondé, autant que Didier Boudimbou sont de la même famille politique, on parle de l'union sacrée. Je pense que je suis de ceux qui attendent encore une politique claire, la vision claire de Didier Boudimbou en ce qui concerne le sport. Parce que jusque-là, on est en train de... On a été aux Jeux Olympiques. Et ça va faire 3 mois, je crois, 2 mois, 3 mois déjà, je crois que depuis que le nouveau gouvernement a été mis en place. J'attends en tout cas clairement. Je sais qu'autour de lui, il y a des intelligences. Et donc de ce point de vue-là, je peux dire que Serge Kondé a raison de lui dire de s'atteler à l'essentiel. Surtout si cet argent, parce qu'on parle de 10 mois déjà, Christopher l'a rappelé tout à l'heure, qui ont déjà été versés dans la caisse du Stade des Martyrs, mais on a essayé dont la destination va sur un compte privé. Bon, ça, personnellement, je me réserve de dire, parce qu'on a essayé de réfléchir en se disant
moi qui paye déjà 10 mois de façon anticipée et que je ne commence pas le travail et que j'attends presque 15 mois aujourd'hui, Christopher, je crois que c'est ça, c'est 15 mois, donc il y a presque 1 an et demi pour relancer le travail, il y a de quoi se poser la question de savoir si effectivement cet argent est entré dans les comptes d'un individu. Là, il faut le condamner. On va le condamner. C'est à condamner. Autant que, je l'ai dit, si c'est une essencerie... Est-ce qu'on n'est pas en train de déposséder l'État de son droit? Là, je crois que le verbe déposséder, est également trop fort. Parce que le clause du contrat laisse quand même les gens sur la nerf. On a parlé de 15 ans de mise en location, selon ce que j'ai, la partie que tout le monde a lue, 15 ans. Et le document est censé être gardé secret. Bon, lorsqu'on a estimé que... Qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Lorsqu'on a estimé que, pour éviter tout ce buzz-là, j'ai évoqué tout à l'heure les médias qui ont relayé cette information en dénaturant même le fait, parce qu'on l'a dit ici, spolier... Est-ce qu'à ce jour, on n'est pas en lieu d'établir les responsabilités les uns des autres? Voilà pourquoi moi j'estime que le fait, entre les trois parties, le fait de penser à cette incise-là, cette clause-là, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Alors maintenant, réfléchissons quand même, on est intellectuel. Pourquoi le fameux monsieur, le fameux Bernard, je crois, Bernard Boulumba, quelque chose. Pourquoi a-t-il attendu? Est-ce que cet argent a bel et bien été versé, comme on le dit maintenant? Ce sont des questions. Si cet argent a été versé, il ne va pas nous dire qu'il a attendu qu'il soit en possession d'autres moyens pour lancer le travail. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas être très pressé. Il n'a pas rencontré les préoccupations sérieuses, mais il a préféré tirer sur les ministres de sport. Bon, moi, je ne veux pas entrer dans cette guerre-là, je l'ai dit. Ils sont d'une même famille politique. Ce sont des politiques avérés, les deux, responsables de partis politiques, pour ce qui est des Boutimbou. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans cette guerre-là. On sait chez nous, malheureusement, un ministre qui arrive et lorsqu'il entre en possession, ils ont tendance à se constituer et à commencer à chercher l'échec de celui qui arrive. Donc, on sait cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a parlé des résolutions des États généraux des Mboué-la-Loge qui a de la peine à être promulgué aujourd'hui parce que ce travail-là au niveau du Parlement n'a pas encore été fait parce que c'est lui qui était là quand les partis Kaboulo qui arrivent, visiblement il a voulu faire taboula rasa et voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Donc cette guerre entre les différents ministres qui se succèdent à l'immeuble Kassai, je trouve que c'est devenu pratiquement une tradition. Mais revenons maintenant à l'essentiel. Est-ce que cet argent a été versé dans quel compte? Il faut maintenant se poser la question et chercher ces personnes qui... Parce que quand on a posé la question au gestionnaire d'alors, il dit n'avoir pas reçu cet argent-là. Les gestionnaires de l'époque. Donc, de quoi créditer la thèse de l'argent envoyé sur un compte privé qui n'est pas tracé par bon, moi je me concerné. pose la question, si effectivement il y a eu ce transfert-là, si effectivement le responsable de l'espace dont il est question avait bel et bien versé de l'argent, pourquoi a-t-il attendu pendant tout ce temps? Si effectivement, peut-être le temps de faire une levée de fonds. Ah, il faut attendre pendant 1 année et demie. Peut-être une année et demie. C'est un projet costaud. Donc voilà des questions que moi je me pose. Je ne veux vraiment pas prendre position par rapport à ça, mais j'ai réfléchi à haute voix. Je me dis, il y a anguille sous roche, donc d'où le procureur doit faire son travail. Comme il y a déjà la cage qui appelle... Moi, je me pose, je vais prendre la parole avant que vous me posiez la question. Moi, je m'interroge sur un fait. 6 000 $ de loyer mensuel pour un espace du stade des Martyrs. Je crois que dans un état sérieux, on connaît combien pourrait coûter un logement, plutôt une location sur le mètre carré. C'est rien. 6 000 $. Oui, justement, je trouve que c'est minime. Je trouve que c'est minime. Des particuliers
ont loué leur maison au bureau de l'État. Aujourd'hui, l'État doit à peu près 1 million, 2 millions de dollars à certains individus pour qui les bureaux ont été loués pour tel ou tel autre service de l'État. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans les sens où le million, c'est en accumulation des dettes, bien évidemment. Donc, comment est-ce qu'on peut se retrouver sur les faits où on doit faire louer un espace du Stade de Martyrs pour 6 000 $? Je parle d'un espace qui devrait accueillir un hôtel. Je parle d'un espace qui devrait accueillir un supermarché. Non, ça, c'est rien. Le tout, pour 6 000 $, on a l'impression que c'est vraiment rien. C'est dérisoire. Mais pourquoi accepter de signer un contrat où l'État est déjà perdant? Parce que là, l'État est perdant. Si l'objectif est de renflouer les caisses du Stade des Martyrs, pour permettre à ce que ce dernier tourne, il faut un minimum peut-être de 10 000 le mois pour le nettoyage du Stade des Martyrs. C'est colossal, c'est énorme. Déjà, rien que ça ne permet pas de faire le total de nettoyage du mois au Stade des Martyrs. Et à quel niveau, Chris, se situe la responsabilité de l'ancien ministre des Sports qui est sous le fait de la rampe, Serge Condé? Parce qu'on dit que lui, ce n'est que l'autorité d'approbation et que le responsable, c'est l'administrateur gestionnaire du stade. Il a donné le cutus, parce que sans le cutus du ministre des Sports, le stade, il ne va pas, l'espace ne va pas en location. C'est aussi évident que ça, c'est aussi simple que ça. Et qui gère les infrastructures sportives? C'est l'État via le ministère des Sports. Donc il donne le cutus. C'est en fait la cheville ouvrière de toute la marche aujourd'hui. Il a certes donné le cutus par rapport aux choses, aux démarches telles qu'elles se passent, mais sans son aval, rien ne se fait. Aucun gestionnaire n'outrepasse le pouvoir d'un ministre. Il est nommé par ce dernier. Donc au cas où il fallait établir les responsabilités, on remonterait jusqu'à... Mais c'est lui qui représente... Pas que l'AG, mais c'est le ministre qui représente l'État dans cette transaction. L'AG n'est que l'envoyé du ministre. Je rappelle ici que les infrastructures sportives sont entre autres gérées par le ministère des Sports lui-même, d'où la nomination à travers le Congo de différents gestionnaires des stades. Et Billy l'a si bien dit, chaque ministre qui vient, il vient avec ces gestionnaires. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'on applique les termes de loi de la République démocratique du Congo qui parle d'un organe de gestion des infrastructures sportives qui devrait évoluer en autonome, qui devrait avoir des experts. Comme ça nous éviterait de nous retrouver dans Est-ce que l'érection d'une station d'essence non, là c'est un danger. C'est un danger, on n'a pas la maturité nécessaire. Est-ce que ça serait susceptible que la CAF ne puisse pas nous accorder l'homologation dont on a tant besoin en cette période? Bon, c'est autant dangereux. La particularité aujourd'hui que Didier Boudibou a voulu peut-être le dire, mais dans ces termes, je ne lui prête pas mes propos, mais j'interprète en tant que journaliste, c'est que le Stade de Martyrs est dans un genre de sursis. Parce que c'est un stade qui, à chaque fois, est frappé de non-homologation. Malgré les travaux, 7 millions sont sortis autour de 2021. Mais ce ne sont pas ces travaux qui risquent d'entraver l'homologation. Non, mais parce qu'on est déjà dans... C'est parce que les conditions ne sont pas réunies pour que la CAF puisse... Non, justement, c'est pour ça que je parle de ce sursis. Okay. On est dans un sursis, c'est un stade qui a besoin de se remettre à neuf. Il y a énormément de choses. À la limite, sur le plan sécuritaire, il faut des travaux énormes de génie civil pour rencontrer les normes de la CAF actuelle en termes de sécurité, XAT, les sorties et tout ce qui va avec. Donc je pense que c'est un stade qui est en sursis. Aujourd'hui, aller y mettre dans un environnement immédiat du Stade de Martyrs une station-service, c'est très dangereux. Aujourd'hui, je le reprends encore, nous n'avons, nous, public de la RDC, pas encore la maturité d'aller accepter ce genre de choses. Je pense que c'est un match Vita contre... Je ne me rappelle plus, mais ça doit être en Ligue nationale de football. J'entre au stade, ça doit être Vita contre les Aigles, quelque chose comme ça. J'entre au stade. Un groupe de supporters de l'SV Club qui entre au stade dit, je cite en lingala, ah, on a foutu 5000 nangai pona landa match. En fait, vous voyez des dispositions dans lesquelles le supporter arrive au stade. Vous voyez? Et vous lui mettez... Comment il prend une place dans le gradin avec de pierres? Comment est-ce que le contrôle, le système de sécurité garant? Non, le danger, c'est que c'est toute une chaîne. Ils entrent sans pierre parce qu'ils sont fouillés avant d'entrer. Mais en cas de désordre, les agents de sécurité... Et d'où viennent ces pierres? Parce qu'ils font toute une chaîne. Il y en a qui vont s'approvisionner dehors, qui vont chercher les pierres dehors pour approvisionner ce qui sont à l'intérieur, afin qu'il y ait jet de pierres. À défaut, c'est des jets de pipi. Encore, c'est drôle. Donc, je réalise qu'aujourd'hui, ce Stade de Martyrs est plutôt pointé du doigt, parce que nous, on ne va pas se voiler la face. On ne va pas se voiler la face. Nous n'avons pas 100%
satisfait, c'est pas Billy qui va me contredire, satisfait aux normes d'une homologation en tant que telle. Nous sommes encore en train de nous battre. Aujourd'hui, l'homologation est tellement minutieuse, on parle d'un tapis antidérapant à tel endroit, l'aire de jeu doit être de tel, qui doit correspondre, mais la qualité du terrain déjà, si elle est synthétique, si elle est sémi, si elle est naturelle, toutes ces réalités-là, les conditions, les installations sanitaires, ça reste un grand problème aussi. Il faut des travaux de génie civil pour les conduits et tout ce qui va avec. Il y a encore un tas de choses à faire que la station vient faire tâche dans la lutte actuelle d'essayer de faire accepter à la République démocratique, plutôt aux yeux du monde, à ceux qui homologuent les terrains, d'accepter que ce stade est encore viable pour organiser des matchs d'une certaine catégorie. Donc je pense qu'aujourd'hui, le débat devrait plutôt être déplacé sur qui a tort, mais sur le pourquoi ce contrat est signé visiblement en défaveur de l'État de la République démocratique du Congo et où sont partis ces fonds. Parce que je ne pense pas que l'on dirait qu'il y a des fonds qui ont été signés, qui ont déjà été versés, que ce n'est pas vrai. Là, déjà, vous donnez de la matière à la justice, c'est pas un journaliste. Moi, je me pose... C'est pas vous qui allez faire ce travail. Non, mais je suis journaliste, je mène des enquêtes. Je suis journaliste, je mène des enquêtes. Ça fait partie de mon travail de mener des enquêtes. Donc, quand je regarde et je réalise que nous nous retrouvons dans cette situation, il y a lieu de se poser un tas de questions sur le comment et le pourquoi de la réalisation de ça. Donc, on peut conclure que le ministre Kaboulé Mona Kaboulé est clean dans ce dossier et qu'il faut interroger et faire entendre l'ancien ministre des Sports, Serge Condé. Ah oui, bien sûr. Des éléments dont dispose ou dont fait mention Christophe Chitamba. Mais moi, je pense que en tant que bailleur, parce qu'il faut rappeler que c'est l'administrateur gestionnaire du stade qui est le bailleur, donc c'est-à-dire c'est à lui qui est sous tutelle du ministre des Sports. Non, le ministre, Christopher l'a rappelé, le ministre n'est qu'autorité d'approbation, c'est-à-dire responsable politique dans le domaine. Donc, pour ce qui concerne le rôle... Mais pour que ce contrat soit signé, il n'aurait pas posé sa signature, on n'aurait pas ce contrat. Parce que sous le document, on a la signature du ministre qui a... Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que je voudrais bien qu'on revienne sur ces dossiers une fois qu'on aura lu tous les termes du contrat. Parce que là, nous ne savons pas. Parce que quand vous suivez Serge Condé, visiblement, il est aussi surpris qu'on parle d'essencerie. Parce que selon certains de ses proches avec qui j'ai échangé, ils ont eu... comment je vais dire, ils savaient que ça serait un supermarché. Vous voulez dire que l'État serait refloué. Voilà pourquoi on a parlé des 6 000 $. Donc, pour un supermarché... 6 000 $, je crois que ce n'est pas aussi minable que ça. Donc voilà pourquoi je dis... 6 000 $ pour quel espace, Midi? Écoutez, rien que le nettoyage, a un prix par mètre carré. On a évalué à combien le mètre carré de location d'un terrain de l'État pour le donner à 6 000 à un supermarché qui ferait 20, 30, 40 fois ce chiffre. Je le dis. Pourquoi je dis que ce n'est pas minable? Parce que j'ai essayé de changer avec certaines... Rappelez-vous qu'au stade Tata Raphaël, il y a également un supermarché. Autant qu'il y a une essencerie. Bon, c'est vrai, par rapport à l'environnement, c'est un peu plus éloigné. Nous, ici, nous sommes dans le procédé et dans les termes qui définissent ce contrat. Lorsque vous évaluez ceux qui ont pris en location des espaces comme ça, par rapport au montant, je dis, l'écart n'est pas aussi criant que ça. Donc voilà pourquoi alors, je dis on a l'impression que pour le ministre... Moi, j'ai pas envie d'aller très loin. C'est un argument sur lequel il essaie de s'appuyer pour faire entendre raison. Mais Christopher, vous l'a rappelé ici, quand vous allez au stade Alali, il y a presque tout dedans. Il y a des restaurants, il y a des banques. Donc l'idée en soi, moi, je n'y trouve pas d'inconvénient. Que l'on mette en location une partie du complexe. Comment cela s'est fait? Voilà pourquoi je dis, au risque de raconter sa vie, moi, j'attends encore de lire la première partie du contrat, et surtout que le ministre incriminé dans ce dossier dit être surpris d'entendre qu'on parle d'essencerie. Est-ce que ce document est un faux? Non, mais le ministre Condé n'a pas nié sa signature sur l'authenticité du document. Il est un document dont le contenu doit être gardé secret. C'est la question qu'il faut se poser. Après, moi, je vais aller loin. Est-ce que les travailleurs du stade Tata Raphaël ne se plaignent pas du manque de moyens? Pour le jour. Et où va l'argent de la fameuse station qu'il y a et du supermarché?
Vous voyez là où il y a le problème. C'est là qu'il faut se poser les questions. Est-ce que voudrais seulement revenir. en signant au stade de Martyrs, ça aurait résorbé le problème? C'est quoi le problème que ça aurait changé? Ce serait un problème de paiement des frais des agents ou ce serait un problème de l'entretien du stade? Ça soulèverait quoi? Ça soulève un tas de questions. Et je pense que... Je n'avais pas fini mon idée. Justement, je vais vous laisser la parole. Oui. Ça soulève un tas de questions. Le stade de Martyrs, on nous parle de près d'1 million de dollars de publicité autour par an pour ceux qui ont affiché au stade de Martyrs. Bon, moi, je n'aimerais pas citer les individus qui se retrouvaient cités là. Après, les gens risqueraient de penser que c'est une contre-pub. Ben voilà, mais ceux qui affichent autour du stade, ils donneraient un montant conséquent, capable de permettre à l'entretien du stade, sur toute une année, capable de permettre au paiement, si c'est seulement au stade de payer, ou c'est à l'État de la République démocratique du Congo de payer les agents. Les agents qui sont venus, qui travaillent au stade, sont-ils engagés par le stade? Sont-ils reconnus par le secrétariat général au sport? Donc cette motivation-là ne tiendrait pas. Si le secrétaire général au sport va calmer ses agents, si ils ont comme référent direct le secrétaire général au sport, c'est que ce n'est pas au stade de les payer. Ça doit venir des caisses de l'État, dans la logique. Parce que le CG de l'État, c'est l'organe technique du ministre des Sports. Je parle en termes ici du ministère des Sports. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer des arguments qui peuvent être aussi facilement détruits par la seule réalité qui est là, il y a de l'argent. Les concerts qui y sont passés, les musiciens qui ont chanté, j'ai ouï dire qu'il y a eu un concert qui est passé pour pas moins de 52 000 dollars américains. Ce n'est pas suffisant pour entretenir le stade. Ce n'est pas suffisant pour payer les arriérés. Les 6 000, les 60 000 vont soulager cette peine sur combien de temps? Parce que c'est payé pour les 10 mois. Ensuite, où elle est où la destination? Il faut se poser les bonnes questions. Ne soulève pas la manière dont nos infrastructures sportives sont gérées. Évidemment, c'est le gros problème. Je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la République démocratique du Congo, c'est l'humain. Le malheur, c'est ôte-toi que je m'y mette, c'est la façon malheureuse que les politiques veulent nous démontrer comment ils gèrent le pays. C'est du ôte-toi que je m'y mette. Après du ôte-toi que je m'y mette, c'est que tout ce que toi tu as fait avant moi n'était pas bon, c'est moi qui connais, c'est moi qui ai l'expertise. On doit tout supplanter et recommencer. Or, c'est dans la continuité de l'État que nous allons avoir des résultats. Comment va-t-il y avoir continuité si un contrat doit être maintenu secret? C'est la grande question. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le problème pour ce qui arrive dans la gestion de nos infrastructures sportives, c'est que on doit à un certain moment se défaire de cette habitude qui fait que chaque ministre qui arrive nomme ses administrateurs, et c'est ce qui fait qu'il lui donne. Alors, regardez, par exemple, on a vu de contrats. Vous avez pris parti. On a vu de contrats qui ont été signés, pour ce qui concerne par exemple l'affichage au niveau de Stade des Martyrs, signés entre le partenaire et sans que le gestionnaire, l'administrateur gestionnaire soit au courant. Et vous verrez que entre le partenaire et qui entre la personne qui vient afficher et le ministère des Sports, sans que l'administrateur gestionnaire du stade soit au courant. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et vous verrez que dans la répartition, quand un partenaire arrive, c'est le ministère du Sport qui s'étape le gros de l'argent. Le stade n'a pratiquement que 2 miettes. Donc, je crois que le problème, c'est à ce niveau-là. D'où il faut appliquer plus que jamais les résolutions d'Emboué-Laloge. Tous ces problèmes ont été résolus. Ne sont pas encore connus parce que sur la place publique, seul vous qui avez participé connaissez les résolutions, mais nous on n'a rien. Comment on va mettre à la place publique des résolutions qui n'ont jamais fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale? Attendons que l'on lise et que l'on mette sur la place publique. Parce que si vous demandez qu'on applique des résolutions qu'on ne connaît pas, ça convient à nous demander d'aller droit dans un mur. Non, mais je crois les yeux fermés. Christopher, vous auriez pu faire ce travail de journaliste brillant que vous êtes, de lire les résolutions, les manches à circuler dans presque toutes les rédactions. Moi, j'ai assisté, mais je n'étais pas panéliste. Elles n'ont jamais été déposées parce que j'ai cherché. Comme journaliste, mais j'ai eu la chance de lire comme tout le monde, parce que le boss était à la disposition de tout le monde. Tous ces problèmes ont été... C'est passé partout sauf là où moi je suis, parce que j'ai cherché. Les peu que je connais... Merci beaucoup. Les peu que je connais, c'est à travers peut-être vous, des gens comme vous qui étiez sur place, qui avaient participé dans des panels, mais la chose en tant que telle que maintenue, il n'y a pas. Alors, quelle devrait être la priorité pour le nouveau ministre des Sports?
Tout à l'heure, je commençais par évoquer que malgré cette ouverture d'esprit que je reconnais en Didier Boudimbo, mais visiblement, il n'y a aucune politique. Aujourd'hui, la priorité. Comment vous pouvez dire ça? Mais quelles vont être, parce que vous me posez la question de savoir quelles devraient être ses priorités. C'était à lui, parce qu'à Mbayo, par exemple, lorsqu'il est nommé ministre, il vient et s'est dit, bon, je vais me focaliser sur la diplomatie sportive. Je vais me focaliser sur ça. C'est que lui, malheureusement, les deux derniers, même celui qui était avant lui, Kaboulou, on naviguait à vue, on ne savait pas sur quoi, ce à quoi on tendait. Malheureusement, pour moi, la priorité aujourd'hui, plus que jamais, devrait être l'athlète. Et qui dit athlète, dit cadre technique. Parce que regardez ce qui est arrivé, par exemple, à Dasso Kisoka. On sent que le talent est là, mais techniquement, on était en dessous. Parce qu'au sol, Dasso Kisoka n'a pas été bon. Il a été très mauvais, il a été piètre. Mais debout, je ne sais pas pratiquer le judo, debout, on sentait que... Au-delà de ça, voir aussi les conditions dans lesquelles les athlètes aujourd'hui, les conditions doivent être adéquates. On doit se poser... des conditions optimales. On doit se poser la question, j'en arrive. On doit aujourd'hui se poser la question, est-ce qu'en judo, on a des cadres techniques formés, capables aujourd'hui de travailler avec des athlètes à telle catégorie? On n'en a malheureusement pas. En football, on tente... Ça, c'est un projet à long terme. Non, mais attendez, nous avons 4 ans pour cela. Pourquoi ça devrait être un projet à long terme? Nous avons 4 ans pour cela, par exemple, pour la thématique. Est-ce que le nouveau ministre a tout le temps pour s'accrocher à ça? Qu'il fasse les choses. Autre chose, c'est... Vous savez qu'aujourd'hui, hormis le 2 gymnases qu'on a dans le complexe du Stade des Martyrs et un peu au Stade Raphaël, qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des disciplines aujourd'hui dont il ne faut rien entendre en termes de performance. Comment on peut envoyer des athlètes en natation au JO alors qu'ils s'entraînent ici à l'Institut français? Alors qu'au JO, ils doivent avoir affaire à une piscine olympique. Merci beaucoup, Billy Kinkela. Donc, alors, la formation de cadre, plus que jamais, la formation de l'athlète qui commence d'abord par la formation des conditions cadres, aussi. Et puis surtout, les infrastructures. N'ayons pas l'impression que parce qu'on a construit ici, qu'aujourd'hui, les disciplines sportives de manière générale peuvent se pratiquer dans ce pays. Nous n'avons rien pour que ça se pratique dans ce pays. Est-ce que le basket, il se joue dans ces gymnases? Je vous réponds tout de suite, non. Ils sont obligés de louer pour plus de $2000 le gymnase de la police par mois, alors qu'il y a un gymnase construit pour les jeunes au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ils n'ont pas encore le droit d'utiliser ces infrastructures. La question à se poser, c'est quand nous construit les infrastructures, pour qui? Est-ce qu'on les a construits pour faire le beau? Parce que sinon, il faut les démonter. Si elles ne profitent pas à la jeunesse, ces infrastructures. Moi, je pense aujourd'hui que le problème de la République démocratique du Congo réside sur le fait que nous n'avons, nous, en tant qu'État, aucune politique définie. Alors, vous avez bien conclu. Merci beaucoup, Christopher Chitamba. Non, alors, la lumière, peut-on voir la lumière dans ce dossier? Et à quoi maintenant devons-nous s'appliquer? Non, mais après, il faut laisser à la justice faire le travail, parce que son Excellence Boudimbo Didier a dit avoir saisi les instances. Maintenant, c'est à la justice de faire le travail. Il y a aussi la CAJ qui donne déjà les dons, qui appelle le procureur à s'en saisir du dossier. La CAJ joue son rôle. Après, le procureur, il a un rôle à jouer. Lui aussi, il sait quand et comment il va faire les choses. Donc, j'aimerais pas vraiment aller dans qui fait quoi. Mais après, s'il faut appeler à ce qu'on voit clair dans ce dossier, ce n'est que normal, parce qu'il s'agit évidemment du peuple congolais. Moi, je voudrais revenir un petit peu, avant de clôturer, sur ce que j'ai dit. Ce sera votre dernier mot. Voilà, en 2 secondes. Il faut qu'il y ait une politique bien définie, autour de laquelle chaque ministre va venir. Mon ami Billy Kinkela parle d'Amos Mbayo, qui était peut-être dans la diplomatie des sports. A-t-elle profité à Serge Chembo Kondé qui était venu? Est-ce que Chembo a laissé quelque chose qui devait profiter à Kaboulou? Ainsi de suite. Est-ce que Kaboulou a laissé quelque chose qui devrait profiter à Boudimbo aujourd'hui? C'est les questions que nous devons nous poser. C'est sur ça que la République démocratique du Congo devra travailler. Nous devons avoir un plan national de l'évolution des sports. Mais après, pour ce qui est des disciplines olympiques congolaises, je tape du poing sur la table. C'est au comité olympique congolais de jouer son rôle de la fédération des fédérations, d'exiger le travail, d'exiger travailler, que de laisser nous ridiculiser comme aujourd'hui. Nous sommes encore en train de nous faire ridiculiser. Beaucoup de questions que nous posons qui resteront peut-être pour l'heure en Ramadan. Votre dernier mot. Merci d'abord de l'invitation. Je crois que pour ces dossiers, moi j'aimerais bien
voir la suite et revenir en parler. Parce que vous avez remarqué que il y a un flou autour de ça. Vous avez pris un peu du recul. Il y a un flou autour de ça, mais quand même, ne versons pas dans le buzz que la mise en location d'une partie d'un complexe sportif est tout à fait, je vais dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça peut se faire. Ne versons pas dans le buzz. Laissons à la justice d'établir des responsabilités s'il y en a. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous qui nous avez suivis à travers le pays. Nous pensons que vous allez consommer l'émission avec délectation. En tout cas, merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous. En tout cas, restez-nous fidèles car nos programmes continuent. Juste après nous, vous aurez encore une autre émission avec Jean-Pierre Kayembe Tatou qui va prendre l'antenne. En tout cas, portez-vous bien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Bonsoir chez vous.